Oxydoréduction. Un oxydant plus des électrons donne le réducteur. Un oxydant est une espèce qui capte un ou plusieurs électrons. Un réducteur est une espèce qui cède un électron. On parle d'un couple oxydant-réducteur et on l'écrit ox bar red. Oxydant plus n électrons donne réducteur par réduction et le réducteur par une oxydation devient l'oxydant. Un réducteur est oxydé, un oxydant est réduit en réducteur. Le nombre d'oxydations. Alors, les oxydants classiques sont l'ion permanganate, MnO4-, le dichlore, l'ion dichromate, Cr2O7-2-, l'ion hypochlorite, ClO-. Un réducteur classique est le métal magnésium ou l'ion thiosulfate, S2O3-2-. Le nombre d'oxydations, c'est la charge que porterait un atome si chaque électron était rattaché à l'atome le plus électronégatif engagé dans la liaison. Donc pour un corps simple, ça fait un numéro nul. Pour des ions simples, Na+, ça fait +1, Fe3+, +2, Cl-, -1. Et pour une molécule ou un ion composé, le numéro d'oxydation globale est égal à la charge. Attention au cas particulier des molécules symétriques, comme par exemple le peroxyde d'hydrogène, pour lequel le niveau d'oxydation vaut -1. On appelle un oxyde un édifice avec un oxygène au niveau -2. Par exemple, l'ion thiosulfate, SO3-2-. S2O3-2-. Alors on a les atomes d'oxygène qui sont au niveau d'oxydation -2, hein, parce que si on regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 6, 7, 8, il a 8 électrons, il devrait en avoir 6. Niveau d'oxydation, -2. Quand on regarde le soufre ici, celui-ci, il devrait avoir un certain nombre d'électrons. Ici, ils sont identiques, donc les soufres sont partagés. Donc celui-ci, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 6 oxygènes et il a un numéro d'oxydation nul, alors que lui, il en a 1, 2, mais il les a perdus ici, donc il en a 2, il devrait en avoir 6, il a un niveau d'oxydation +4. On peut équilibrer les oxydations, les réactions les redox en déterminant. On peut équilibrer les équations redox en déterminant les numéros d'oxydation de l'élément réduit ou oxydé. La variation du nombre d'oxydation indique le nombre d'électrons engagés et donc le nombre d'ions H+. Une pile est constituée de deux métaux qui trempent dans un électrolyte. Alors la convention sera par exemple Zn pour la pile Daniel, ZnS bar Zn2+, double trait vertical, Cu2+, slash Cus. Le métal le plus oxydant sera la borne plus et le métal le plus réducteur sera la borne moins. Potentiel d'oxydoréduction, c'est une grandeur thermodynamique associée à un couple oxydant-réducteur, défini par l'équation de Nernst. Si on a un alpha oxydant plus un nombre d'électrons qui donne bêta réducteur 1, on a le potentiel ox-red est égal au potentiel standard ox-red plus R fois T sur N fois F logarithme népérien de A exposant alpha, donc de l'oxydant, de l'activité de l'oxydant exposant alpha, divisé par l'activité du réducteur oxydant bêta, puisqu'on a toujours l'équation qui est donnée dans la forme ox plus électron donne red. Avec un N, le nombre d'électrons échangés. Alors un farad c'est 96 500 coulombs, R vaut 8,31 joules par Kelvin. Si on veut utiliser les logarithmes décimaux, puisqu'on a on va sortir en fait le logarithme népérien, c'est le logarithme divisé, multiplié par le logarithme népérien de 10. Donc RT sur F ln de 10 égale 0,059 volts. On a
Au niveau des unités, alors quand on fait RT, c'est des joules par Kelvin multiplié par une température Kelvin multiplié par des farads des ampères secondes. On a alors des joules qui sont aussi des volts ampères secondes divisé par des ampères secondes. On voit bien qu'on obtient des volts. Une fois réduit tout ceci, on a une forme usuelle de l'équation de Nernst qui est E ox red égale E0 ox red pour une température T plus 0,059 sur N log de l'activité des produits divisé par l'activité des réactifs. Pour la pile Daniel, le potentiel standard de CU2 plus CU c'est 0,34, le potentiel standard de Zn2 plus Zn c'est 0,76 volts, et on voit que les électrons vont toujours vers le potentiel croissant, donc ici vers le couple, enfin le plus oxydant, vers le couple de plus haut potentiel, c'est-à-dire vers l'élément le plus oxydant. Une pile est usée quand il y a une différence de potentiel nulle. Une électrode de première espèce est une demi-pile avec un métal au contact d'un de ses ions, ou une électrode à gaz avec un gaz au contact d'un ion correspondant à la forme réduite ou oxydée du gaz. Par exemple Zn2 plus Cu, ou Ag+, Ag, Ag2+, Ag plutôt. L'équation serait dans ce cas-là E0 plus 0,06 log de Ag+, et Cu2 et Cl2, Cl2, Cl-, E égale E0 plus 0,06 sur 2, logarithme de PCl2, sur Cl- carré. Alors, on va vérifier ici. En gros, c'est les oxydants. Oui, puisque c'est celui qui gagne les électrons, c'est celui-là qui gagne les électrons pour devenir celui-là. Ah. Ici, c'est peut-être l'inverse à vérifier. Électrode de deuxième espèce, le métal. Donc on a un métal avec un composé peu soluble, un précipité, qui est mis en contact avec une solution. Donc un composé peu soluble, un précipité de l'anion associé au métal, et enfin la solution avec l'anion du précipité. Par exemple, l'électrode au calomel saturé est une électrode de platine entourée de mercure avec un amalgame de mercure qui s'appelle le calomel en contact avec du KCl. On voit qu'ici Cl est l'ion commun O2. Donc le potentiel de l'électrode au calomel saturé vaut 0,246 volts. On trouve aussi des électrodes au chlorure d'argent, Ag, AgCl, Cl-, et mis en présence de KCl saturé. Il peut y avoir un problème avec cette électrode, il ne faut pas mettre en contact les ions chlorure avec par exemple des ions argent, sinon il y a une formation de précipité. Électrode de troisième espèce, une électrode redox, le métal est en contact avec une solution contenant l'oxydant et le réducteur d'un couple, par exemple du platine, qui trempe dans une solution contenant des Fe2+, Fe3+. On peut tracer des diagrammes de prédominance. Un potentiel élevé correspond aux formes oxydées. Donc ici on a donc on a toujours le donneur ici, et puis ici l'acceptateur. Donc ici on est en termes d'électrons, tout comme par exemple ici on avait pour un diagramme de prédominance pour les formes acides, on avait ici le AH et ici le A-. Ici on a le fer avec ses électrons, et puis là on a le fer sans ses électrons. Donc on a la forme oxydée, Mn2+, ici, oui, alors on peut voir que le fer va être stable jusqu'à une certaine tension. Fe2+, plus 2Fe qui donne Fe, et un autre potentiel, Fe2+, est stable,
et donc Fe devient Fe2+, plus 2Fe. Quand on trace le diagramme de prédominance de différentes espèces, on peut voir s'ils ont des domaines communs et voir dans ce cas-là qu'ils sont stables. Par exemple, Mn2+, et Fe3+, ont un domaine commun, donc ils sont stables. Par contre, si on attaque Fe2+, et MnO4- n'ont pas de domaine commun, donc si on les met en contact, ils vont donner les deux autres qui ont un domaine commun. On peut placer tous les couples oxydants-réducteurs sur un axe de potentiel E0 en volts, par exemple Cl2, Cl- avec un potentiel de 1,36, et la règle du gamma s'applique entre des espèces qui sont de plus en plus oxydantes ici et des espèces de plus en plus réducteurs ici. On trouve le fer, on trouverait ici aussi le magnésium, des métaux qui s'oxydent facilement, qui sont de forts réducteurs, qui sont des donneurs d'électrons. Et ici, on a Cl2, Fe3+, on a les acceptateurs d'électrons. Détermination d'une constante d'équilibre. Alors, par exemple, on prend l'oxydation du fer2 par les ions permanganate dont on vient de parler. Elle s'équilibre en 5Fe2+, plus MnO4- plus 8H+, qui donne 5Fe3+, plus Mn2+, plus 4H2O. Et l'équation de Nernst s'écrit E1 égale E1 0 plus 0,05 sur 5, 5 étant le nombre d'électrons échangés. 10, oui, parce qu'ici il y en a 10, ici il y en a... Quand on écrit l'équation, on voit plus facilement ce 5. Ici, il y en a 15, donc la différence, c'est bien de 5. Logarithme de la concentration des espèces, la concentration des oxydants. Donc ici, il aurait peut-être fallu l'écrire dans l'autre sens, multiplié par 8H+, donc des espèces oxydantes divisées par en dessous les espèces du réducteur. Et les espèces oxydants, le réducteur. Oui, et ici, il aurait été... Ok, donc cette équation de Nernst est à comparer à à l'équation qui donne le pH en fonction du pK et le log de la base sur l'acide. En fait, on a le pH qui vaut une constante plus un logarithme décimal de la base, et la base est l'acceptateur, donc c'est l'oxydant ici, divisé par l'acide. C'est l'acide qui est le donneur d'électrons et qu'on retrouve ici en bas. E2 est égal à E02 plus 0,06 sur 1 log de Fe3+ sur Fe2+. L'équilibre est atteint lorsqu'on a E1 qui est égal à E2. Et l'équilibrage des équations, enfin l'égalité des potentiels permet d'écrire l'égalité des deux membres. On multiplie tout par 5 pour simplifier. Et pour simplifier le 5 ici, on se retrouve avec 5E1 moins E2 égale 0,06 log de kT, qu'on peut simplifier en kT égale 10 exposant n. Donc ici, ça serait 5, mais si on généralise, c'est n sur 0,06 E1 0 moins E2 0. kT étant la constante d'équilibre de l'équation dans laquelle on a ici les produits et en dessous les réactifs. E0 est le couple dont la forme réduite est à droite, ou dont la forme oxydée est à gauche. E2 est le couple et le membre du couple dont la forme réduite est à gauche et la forme oxydée à droite. Mais si on veut s'en rappeler plus facilement, E1, le premier qui a le signe plus, c'est le couple dont le métal est le produit, donc celui qui est à droite de la flèche. Dont le métal, alors ici il n'y a pas de métal, mais il y a un métal pour l'autre. E2, c'est le couple dont le métal
est réactif. Et ici, eh ben, on n'a pas de métal non plus. Voilà, c'est dans le cas des métaux. Métal est devant être vu comme forme réduite. Détermination d'un potentiel standard inconnu. Alors, si on a une électrode standard, par exemple AgCl Ag, on peut s'en servir pour déterminer le potentiel Ag plus Ag, parce que il existe des relations avec la solubilité entre les différentes concentrations qui nous permettent de dire que le potentiel AgCl Ag, c'est E0 plus 0,06 log de 1 sur Cl-. C'est aussi égal à E0 Ag plus 0,06 log de Ag+. Et l'égalité des potentiels nous permet de dire que le potentiel AgCl Ag, c'est E Ag plus 0,06 log de Ag+, et Ag+, et Ag+, 0,06 log de Ks. Oui, il doit falloir faire plutôt l'un moins l'autre. Bref, la dismutation, c'est quand on a deux espèces chimiques qui ne sont pas stables et ils réagissent l'un avec l'autre pour former une espèce plus oxydante et une autre espèce plus réducteur. La rétro ou médiamutation, c'est l'inverse, c'est quand on a deux mêmes éléments qui sont à des niveaux d'oxydation différents qui vont donner, en réagissant ensemble, un même élément dans un même état d'oxydation. Un diagramme potentiel pH va permettre de représenter l'état de différents corps. Donc on a toujours une équation alpha ox plus un nombre P d'atomes d'ion hydrogène plus un nombre d'électrons qui vont donner un nombre bêta de réducteurs et un nombre Q de molécules d'eau. L'équation de Nernst s'écrit E égale E0 plus 0,06 sur N, logarithme des oxydants, donc multiplié par pH1, divisé par A, B, des réducteurs. Donc ça fait E égale E0 plus 0,06 sur N, logarithme de tout ça, moins P fois 0,06 sur N pH, et en fait on voit qu'on a bon, il faut fixer une concentration de travail dans laquelle on dit que pour ces études de diagramme potentiel, on va trouver à la fois l'oxydant et le réducteur. On les considère à des concentrations équivalentes. Et dans ce cas-là, on peut dire que E égale E0 moins P0,06 sur N pH. Et donc, on va avoir une expression de E qui dépend du pH. Méthode. On donne le couple, on écrit la demi-équation, et ensuite on écrit l'équation de Nernst avec la concentration de travail. Par exemple pour l'eau, O2H2O, 4H plus O2 plus 4 électrons égale 2H2O. Donc on a bien écrit ici l'oxydant plus ses électrons qui donnent le réducteur. E égale E0 plus 0,06 sur 4 log de H plus exposant 4 plus 0,06 sur 4 log de PO2. Mais PO2 est à la pression atmosphérique, donc c'est un membre qui s'annule parce que ça fait log de 1. Et il nous reste 1,23 moins 0,06 pH. Pour le couple H2O O2, H2O plus 2H plus 2 électrons égale H2 plus H2O, E égale E0 plus 0,06 sur 2 log de H plus carré.
Donc on a toujours l'oxydant, on fait toujours l'oxydant divisé par le réducteur, plus pH2 qui se retrouve ici, la pH2 qui a la pression atmosphérique qui s'annule aussi, et on a donc E égale potentiel de H2OH2 0 par définition, moins 0,06 pH. Et on peut comme ça dessiner les deux droites qui vont délimiter des zones de stabilité de différentes espèces. Ici O2, donc plus fort potentiel, forme oxydée, ici forme réduite, et ici une forme intermédiaire. Alors si, par exemple, si on a de l'eau et qu'on la met au potentiel 14 volts dans une batterie de voiture, par exemple, eh bien, on va avoir le E+, donc le 14 volts qui vaut E0, qui vaut pas grand chose, plus 0,06 sur 4 log de P0 sur 2. Tout ça doit être plus grand que E0, ça veut dire que log de P0 sur 2 est supérieur à 0, donc P02 est supérieur à 1, on voit bien qu'il y a formation de O2. Diagramme du fer. Alors, le potentiel standard Fe3 plus Fe, c'est 0,77 volts. Potentiel standard Fe2 plus Fe, c'est moins 0,44 volts. La concentration de travail, c'est 10-2 mol par litre. Le pKs de FeOH2, c'est 15,1. Le pKs de FeOH3, c'est 37. On fait tout d'abord un diagramme simplifié dans lequel on trace des lignes qui montrent les différents numéros d'oxydation des espèces rencontrées. Ensuite, on va calculer avec les KS soit les KS de précipitation, ici c'est les KS de précipitation, les domaines de prédominance des espèces en fonction du pH en ordonnée, en abscisse. Et donc Ks égale Fe2 plus OH- égale 15,1, donc la concentration en OH- est égale à 10 moins 6,55, ce qui fait un pH de 7,45 pour délimiter ici Fe2 plus et FeOH2. Quand on fait le même calcul avec Fe3+, on arrive à une limite de pH de 2,33. Et donc, on peut avoir, comme ça, voilà, au niveau d'oxydation 3, si le pH est inférieur à 2,33, on a Fe3+, s'il est supérieur, on a le précipité. Si le pH est inférieur à 2,33, Fe3+, oui, donc là on va écrire les équations de Nernst, Fe3+, plus un électron qui donne Fe2+, donc les concentrations Fe2+, sont constantes, donc E égale E0 plus 0,06 log des concentrations oxydant sur réducteur qui va donner E0, 0,77 volts constant. Pour le Fe2+, Fe2+, plus 2 électrons donne Fe2+, on écrit à nouveau, et on voit que c'est constant. Avec la concentration de travail, ça vaut moins 0,50 volts. Entre 2,33 et 7,45. Alors, puisqu'on a ici une espèce en OH3, eh bien, il faut écrire l'équilibre entre FeOH3 plus 3EH+, et le Fe2+, qui est juste en dessous ici, pour tracer cette limite, cet équilibre-là. Eh bien, cette équation fait intervenir le log d'une concentration H+, c'est-à-dire un pH, et on a un pH en plus exposant 3, donc on va ici avoir un 0,06 un 0,06 fois 3, donc moins 0,18 à moins 0,18 pH. Puis on a une autre constante ici qui provient de la concentration, mais qu'on détermine par continuité de manière à avoir, puisqu'on pouvait calculer, on sait qu'ici le pH vaut 0,77 volts, donc 0,77 vaut A moins 0,18 fois 2,33, ce qui permet de trouver 1,19 moins 0,18 pH. On peut déjà calculer le pH à 7,45 volts, ça nous donnera tout à l'heure aussi une autre valeur pour faire une continuité, on trouve 0,15 volts. Si, donc là ça nous a permis de déterminer ces deux courbes ici, donc ici jusque là on a toujours une droite horizontale, et puis ici on avait cette courbe qu'on vient de tracer.
À 7,45, on change de domaine, on a un équilibre entre FeOH3 et FeOH2, donc on écrit l'équation entre ces deux espèces, toujours l'oxydant plus les électrons qui donnent le réducteur, on écrit l'équation de Nernst, on écrit ici ça nous donne un 2,5 moins 0,6 pH, et qu'on va 2,5 moins 0,6 pH, ça nous fait l'équation de cette droite. Et pour l'autre, ici, FeOH, Fe, on écrit l'équation, on résout encore, et on trouve E0 moins 0,06 pH. On a ainsi le diagramme complet de le potentiel pH qui nous permet de voir quels sont les domaines de stabilité de chacun des composés du fer. On va utiliser ces diagrammes potentiels pH en superposant deux diagrammes potentiels pH de deux espèces différentes. Par exemple, celui qu'on avait pour O2, H2O, H2 et celui qu'on vient de faire pour le fer. Et deux espèces réagissent ensemble si elles ont des domaines disjoints. Par exemple, du fer à l'état solide avec de l'oxygène n'ont pas un état commun, donc ils vont réagir, ça va être l'oxydation du fer. FeS avec H2O n'ont pas de domaine commun, ils vont réagir également. Et Fe2+, et O2 vont aussi réagir ensemble. C'est une faisabilité thermodynamique qui peut être invalidée par la cinétique. Par contre, les espèces Fe2+, Fe3+, FeOH3 et FeOH2 ont un domaine commun avec l'eau, et dans ce cas-là, il n'y a pas de réaction. On peut faire le même travail pour le zinc, et ça nous mènerait avec les équations, en prenant en compte des équations dues à la formation du complexe. Ça nous permettrait de et des équations de mise en solution, oui, de ZnOH2, ça nous permettrait d'établir également ce diagramme. On peut, quand on fait ce genre de diagramme, tomber sur des éléments qui ont des domaines qui sont disjoints. Par exemple ici, Cu2+ se retrouve disjoint, ça veut dire qu'il est instable avec lui-même. Ce sont des espèces instables, c'est le cas aussi ici pour Cu2O. Ça veut dire que ce sont des espèces instables. Il faut redessiner le diagramme en ne conservant que les espèces stables, et donc toute cette zone disparaît au profit de CuS par continuité et de Cu2+ par continuité. On peut généraliser cette approche en faisant des diagrammes EPL pour les complexes et les ligands, puisqu'on a donc un complexe qui est le donneur qui est le métal plus un ligand. On peut faire comme ça un diagramme, on reporte le PL et on reporte le potentiel d'oxydation en fonction du PL, et on a comme ça des domaines, différents domaines de stabilité de différentes espèces.